Bonjour, nous sommes à la dernière séance de notre cours auteur contemporain, un dernier chapitre sur les phénomènes de passage de frontières. Il s'agit donc de penser les frontières de classe, de race et de genre, et de voir comment la sociologie, et éventuellement des disciplines très proches, a pu renouveler, en puisant aussi dans des travaux passés, les manières de les penser. Alors nous allons d'abord nous intéresser aux transfuges de classe. J'ai illustré, comme à chaque fois, le PowerPoint et ses slides par des illustrations. J'ai pris ici la photographie d'une écrivaine française, Annie Ernaux, romancière, toujours vivante, qui a réalisé une œuvre importante qui illustre très bien ce phénomène de transfuge de classe dont elle a eu parfaitement conscience à la lecture des travaux de Pierre Bourdieu, que vous ne serez pas étonné de retrouver ici. Les passages de frontières de classe, c'est-à-dire les passages de classe sociale, sont bien évidemment au cœur de la sociologie qui s'intéresse, bien sûr, au phénomène de mobilité sociale. Ce sont plus souvent les mobilités sociales ascendantes qui sont étudiées, c'est-à-dire les passages, par exemple, être enfant d'ouvrier et devenir ingénieur, donc les passages vers les classes supérieures, lorsqu'on vient d'une classe en dessous dans la hiérarchie socio-économique. Et ces mobilités sociales ascendantes peuvent être étudiées quantitativement via, par exemple, des tables de mobilité qui interrogent plusieurs générations dans une même famille, comme qualitativement, notamment avec des entretiens et des histoires de vie qui peuvent être croisées entre générations. Moi-même, j'ai essayé de penser ces phénomènes en m'intéressant à des familles, à des groupes familiaux, où j'interviewe dans un premier temps la génération de ceux que j'appellerais les enfants, qui sont des adultes, de jeunes adultes généralement, entre 20 et 30 ans, qui sont les premiers, les premières de leur famille, en tout cas par rapport à leurs parents, à accéder aux études supérieures. J'interviewe ensuite l'ensemble de la fratrie, puis ou en même temps les parents, et j'essaye d'avoir un nombre d'informations qui peuvent être ainsi croisées en ayant plusieurs points de vue sur le groupe familial étendu, sur les autres membres de la famille élargie, à savoir les grands-parents, les oncles et les tantes, les cousins et les cousines, où je m'intéresse à la fois aux études menées, aux professions exercées, aux trajectoires familiales, conjugales, et enfin aux trajectoires résidentielles où les gens vivent. Si ça vous intéresse, il y a un article que j'ai commis, que vous trouverez sur l'espace Kern récemment sur ce sujet. Mais enfin, c'était plutôt pour vous donner aussi un exemple un peu plus concret sur le phénomène qu'autre chose. Alors, évidemment, ces mobilités, ces changements de classe sociale, si on les pense à l'aune de la théorie de l'habitus, donc proposée par Pierre Bourdieu, on peut se dire que ces mobilités, ces franchissements de frontières socio-économiques, c'est ce passage de la classe, des classes populaires par exemple, aux classes supérieures, ne vont pas de soi. Pour celles et ceux qui en effectuent le changement et éventuellement pour leurs entourages. En effet, on ne devient pas bourgeois simplement en acquérant un capital économique, par exemple des revenus supplémentaires liés à un nouveau statut, celui par exemple d'ingénieur, qui est également un statut de décision, là où autrefois les parents ouvriers, par exemple, étaient plutôt dans l'exécution, et ou en acquérant un capital culturel, notamment scolaire, en faisant des études, dont on était dépossédé dans la prime socialisation, c'est-à-dire dans l'éducation reçue au sein de la famille. C'est Bourdieu qui propose cette expression de transfuge de classe
voilà, de personnes qui ont passé la frontière et sont en quelque sorte des outsiders un petit peu cachés. Il y a une dimension qui peut être jugée péjorative, ou en tout cas mettant en valeur la dimension problématique des choses dans cette expression. En France, c'est notamment à l'école que vont se jouer les possibilités du changement social. Même si la méritocratie, c'est-à-dire le fait de mériter d'accéder aux meilleures professions, autrement dit aux professions les plus valorisées au niveau symbolique, mais aussi les professions d'exécution et les mieux rémunérées. Donc même si ce système méritocratique qui passe par l'acquisition de diplômes dans une société française que l'on pourrait qualifier, en faisant référence à un ouvrage dirigé par Mathias Millet et Georges Moreau, cette société du diplôme continue de faire peser une responsabilité à l'école dans la production des élites qui est importante. Donc même si la méritocratie, nous l'avons vu notamment en nous intéressant aux analyses de Bourdieu et d'autres, ressemble plutôt à une forme d'héritocratie où l'école finalement reproduit les mécanismes qui consacrent la culture scolaire légitime qui serait en fait la culture des possédants et des classes supérieures. Donc même si ce système méritocratique ressemble plutôt à une héritocratie, il y a malgré tout, bien évidemment, des possibilités d'accéder à des diplômes que n'avaient pas les générations précédentes et donc de pouvoir occuper des places intéressantes dans la société. Alors, que se passe-t-il quand la ou le transfuge de classe a obtenu des revenus, un statut, une position, in fine, plus élevée que celle de ses parents? Donc, par exemple, cet ingénieur cadre dans un grand groupe privé qui a un salaire mensuel de 4 000 € net d'impôts et qui vit désormais dans une grande métropole urbaine, par exemple à Lyon, en appartement qu'il possède, avec juste un enfant qui va dans l'école privée, par exemple, qui passe ses vacances dans des pays lointains, par rapport à ses parents, mettons le père contremaître dans une usine de la région bretonne, à proximité de Rennes, propriétaire avec sa femme aide-soignante d'un pavillon dont ils sont en train de terminer le remboursement et qui fait qu'ils, notamment, qu'ils ne partent ou qu'ils ne sont partis longtemps en vacances que 2 semaines en camping mettons en Vendée, sur les plages vendéennes avec leurs 3 enfants. Qu'est-ce qui va se passer lorsque ce changement existe? Est-ce que notre cadre lyonnais, ingénieur, se sent complètement à l'aise dans son nouvel univers social? Ce sont effectivement, objectivement, des conditions de vie, mais aussi des styles de vie. Vous voyez avec l'exemple que j'ai essayé de mobiliser, donc par exemple la musique qu'il va écouter, les loisirs qu'il va avoir, qui sont différentes. Évidemment, il y a eu aussi le passage du temps et les changements sociétaux, économiques, technologiques qui l'ont accompagné, mais il y a véritablement des modifications importantes que l'on peut voir entre la vie de ses parents et la vie de cette personne qui a pourtant reçu dans sa prime jeunesse une forme d'habitus plutôt de classe populaire. Alors Bourdieu nous dit que ces gens-là peuvent ressentir des ambivalences, des tiraillements, et on dirait sociologiquement qu'ils ont un habitus clivé. On en avait déjà parlé dans notre cours sur Bourdieu. L'habitus clivé, si vous voulez, c'est un habitus qui est séparé en deux dans une certaine mesure, qui est divisé entre des
manières de penser, des manières de voir, des pratiques qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur justement économiser ou non de l'argent. Le type de loisirs qui sont souhaités. Le type de loisirs qui sont souhaités pour les enfants, sur des valeurs, etc. etc. Tout cela va se traduire concrètement pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation de transfuge de classe par de nombreux désajustements. Donc ils ne se sentent pas ajustés aux différentes situations qu'ils vont rencontrer. Par exemple, pour notre cadre ingénieur lyonnais, lorsqu'il rentre chez ses parents, ou lorsqu'il va voir ses frères et sœurs qui n'ont pas eu la même réussite socio-économique que lui. Mais il peut aussi ressentir des désajustements lorsqu'il est, je ne sais pas moi, invité chez un de ses collègues de la grande bourgeoisie catholique lyonnaise qui l'invite dans le manoir familial à proximité et lui montre la collection de tableaux de ses ancêtres. Cela peut aussi s'accompagner d'expériences problématiques où on ne sait pas très bien quoi faire, voire de sentiments douloureux. Le sentiment, par exemple, de n'être finalement jamais à sa place, avec l'impression d'avoir à la fois et toujours un pied dedans ou un pied dehors, et un sentiment qui est souvent se traduit aussi par une forme de honte. C'est Albert Camus qui disait cela en parlant de lui-même par rapport à sa mère, qu'il avait une forme de honte de sa mère qui était d'une origine modeste et qui n'avait pas évidemment le bagage culturel littéraire d'Albert Camus, et en plus un sentiment par-dessus celui-ci de honte de lui-même, d'avoir honte de sa mère qui avait sans doute participé à sa mobilité sociale. Donc vous pouvez imaginer aussi qu'il y a une forme de culpabilité à avoir quitté un milieu où les choses étaient objectivement plus difficiles. Bien, je poursuis avec des exemples sur cette honte sociale. Et je vais vous lire un passage de l'écrivaine Annie Ernaux dans son ouvrage qui s'appelle Les armoires vides. Là, c'est une collection un peu ancienne chez Folio, et page 112. Alors, elle est en train de parler de son enfance, de sa jeunesse, et de décrire cet entre-deux dans lequel elle se sent adolescente. Alors elle parle de ses parents. Fallait pas que je l'ouvre trop, pourtant j'avais envie vers 15 ans de leur dire une bonne fois qu'ils ont tort, que le vrai monde est poli, bien habillé, propre. Je ne peux pas continuer de haïr toute seule. Qu'ils voient comme moi que leurs clients, leur maison, ça n'entre dans rien, c'est moche, humiliant, humiliant. S'ils changeaient, on partirait tous les trois dans le centre, dans un appartement avec ascenseur. C'est pas possible, ils ne savent rien faire d'autre que vendre, à la petite semaine à crédit. Fous-nous la paix, occupe-toi de tes études. Et plus tard, tu feras ce que tu voudras, étudie pour avoir une belle profession. Comment imaginer que je passerais de l'épicerie Lesure à de beaux fauteuils en cuir, comme chez le dentiste, de la vitrine tapissée de boîtes de conserve en quinconce à des grilles bien distantes en fer forgé. De toute façon, je les aurai toujours, mes parents, leur criaillerie, leur goût, leur manière de parler. Ça m'empêchera de sortir de là, de m'élever. Je ne suis pas comme les autres. Elles parlent de leur famille, de leurs parrains, elles sont heureuses. Là, elle fait allusion à ses camarades de classe à l'école qui, à l'époque, pas mixte. Je reprends la lecture du texte. Et moi, quand on me parle de ma famille, je fais comme si j'en avais une vraie, votre papa, votre maman. Le prof dit, demandez à votre famille. Nous inviterons les familles, le cercle de famille applaudit à grands cris. Ma famille, à moi, c'est pas une vraie famille. Je sais ce que c'est, une vraie. Un papy, une mamie aux cheveux blancs bien coiffés, elle fait des confitures et lui promène les enfants au square. Mon grand-père est mort à l'hospice, ma grand-mère était laveuse raccommodeuse, elle bouge plus de sa chambre, chez une tante. Elle parle patois, elle sait pas faire autre chose que des nouilles et des œufs. Les oncles et les tantes, ils ne viennent nous voir qu'aux fêtes, ils s'en fourrent plein la gueule, s'ils pouvaient, ils videraient la boutique. Vous êtes dedans, vous, il y a ce qu'il faut. Tous ouvriers, pas qualifiés, manœuvre. Alors, Ninise, faudra bientôt te surveiller, dis donc, tu te remplis bien. Mon père les remet au pas. Pas question, il continue ses études. À part, ils ne savent plus quoi me dire. On reste à table jusqu'à la nuit. Mon père sert les clients entre deux. Ma mère se renverse de la sauce de lapin sur le corsage, ça fait toujours rire, sauf moi. Le verre à la main, elle rigole, elle chante le grand frisé, les yeux fermés. Elle va sûrement dégueuler ce soir. Un père et une mère souriants, polis. Elle ferait des gâteaux pour 4 heures, il rentrerait le soir de son travail. La famille Duraton. On partirait en pique-nique le dimanche avec une dauphine. On pêcherait, on cueillerait des champignons.
Modèle Brigitte, jeune fille. Il ne ressemble à rien. Leur criaillerie continuelle. Qu'est-ce que tu fous? Un zéro que t'es, il se tait. Espèce de carne, gueularde. Il y va à son tour. C'est lui qui fait la bouffe. Elle s'occupe des factures, reçoit les livreurs, mais dehors les représentants. Pourquoi ne sont-ils pas comme tout le monde? J'en pleurerais. Voilà, c'était plutôt pour illustrer ce sentiment de honte sociale qu'il peut y avoir. Alors ici, c'est forgé dans ce moment de passage que décrit l'auteur qui vient voilà, d'une famille très populaire, dont les parents et notamment la mère l'encouragent très très fortement dans une trajectoire de mobilité sociale par l'école. Et donc là, elle évoque plutôt ce sentiment adolescente de se sentir en décalage constant dans le monde de l'école et de ses copines, une institution privée, plutôt des filles issues de la bourgeoisie, la petite bourgeoisie du centre-ville d'Yvetot, et son monde familial, amical, du travail de ses parents beaucoup plus populaire. Mais ces exemples, ces décalages, ces désajustements, on pourrait les évoquer autrement. Alors je vais vous donner un autre modèle, un autre exemple qui, lui, est inventé. On va parler d'une situation fictive, enfin inventée. Je me base sur des éléments réels, mais je vous campe une espèce de fiction sociologique. Donc, imaginez quelqu'un qui vient d'une famille dont les parents sont instituteurs, donc sont dans le début de la classe moyenne, ou la fraction stable des classes populaires cultivées, allez, fraction de classe moyenne, avec le capital culturel que donne le petit diplôme d'instituteur, en tout cas à l'époque, hein, où il n'y avait pas 5 ans d'études à faire pour devenir instituteur, et qui, voilà, ascension scolaire, poussé par ses parents bien sûr, fait des études plutôt prestigieuses, Sciences Po, mais Sciences Po en province, pas Sciences Po Paris, pas la grande école qui est dans le haut de la hiérarchie sociale. Et puis, par le biais des fréquentations liées à l'espace socio-scolaire, va finir en ménage avec une femme, une jeune femme issue d'une bourgeoisie culturelle un peu en mobilité descendante, on va dire, en tout cas qui gagne moins d'argent. Pour la situer, des parents qui ont un doctorat, qui travaillent dans les professions intellectuelles supérieures, et des grands-parents dont les pères, les grands-pères travaillaient, ils étaient cadres, ingénieurs, les grands-mères à l'époque ne travaillaient pas. Tout le monde a fait des études, des grandes études, et du coup manie cette culture des classes dominantes parfaitement bien. Du côté du jeune homme, les grands-parents étaient du côté de la mère peintre ouvrier artisan à son compte dans une petite zone, enfin dans une ville de zone montagnarde, rurale. Du côté de la mère ne travaillait pas. Du côté de son père, les deux parents travaillaient, ils tenaient une pension de famille et vendaient des poules aussi sur les marchés dans une commune à côté d'une station thermale de montagne, donc aussi espace rural. Donc d'un côté, déjà une mobilité observée sur la génération précédente, avec des gens issus d'un monde plutôt paysan et ouvrier qui sont en train de se stabiliser. Et puis de l'autre, voilà, une grande bourgeoisie, mais qui est plutôt du côté du pôle culturel que du côté du pôle économique. Bon, ces deux personnes se côtoient, tombent amoureuses, vivent ensemble. Et puis voilà, c'est des ajustements qui peuvent être sentis, notamment de la part du jeune homme, lorsqu'il fréquente sa belle famille ou dans l'univers avec sa femme, dont il a acquis les codes, bien sûr, par l'école, mais où lui-même peut être plus ou moins à l'aise entre les deux. Donc je m'explique, quel code, de quoi parle-t-on très très concrètement?
Eh bien, c'est par exemple dans les manières d'appréhender les loisirs. Lui ne lit pas de la fiction. Lorsqu'il lit, il lit des essais, il lit des ouvrages en lien avec, en lien pratique avec ses études ou le métier qu'il va accomplir. J'ai oublié de vous dire que ces deux personnes travaillent dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc sont enseignants-chercheurs. Lorsqu'il lit, c'est pour comprendre mieux le monde social, économique, et pour l'utiliser dans ses travaux ou sa compréhension de l'univers. Elle, lorsqu'elle lit, c'est pour se faire plaisir, pour la beauté de la langue. C'est en fait des marqueurs culturels. Dans les loisirs, par exemple, elle, dans sa famille, on ne regarde pas la télévision. On ne regarde que des films, parfois. Et on regarde des films plutôt en langue étrangère, et dans ces cas-là, en version originale, sous-titrée. Pourquoi? Parce que le texte qui est exprimé, lu, joué, doit refléter le véritable jeu de la personne, et non pas une traduction différente. Et puis parce qu'évidemment, on n'a pas de difficulté à lire rapidement. Et puis parce qu'on est habitué aussi aux langues étrangères, donc on reconnaît des termes et des mots. Lui, il a appris, hein, il peut regarder des séries effectivement en VO, mais quand il est fatigué, il fait comme chez lui. Pourquoi s'embêter avec la VO? Pourquoi s'embêter à lire? On s'en fiche. Ce que l'on veut, c'est plutôt passer du bon temps. Donc, on va en version française directement. Au moins, ça évite cet effort de lecture. Chez lui, les parents écoutent la télé, regardent la télé pendant le repas. Chez elle, au grand jamais. Les discussions sont tournées plutôt autour des critiques des derniers films, dernières pièces de théâtre, dernières choses de l'opéra que l'on a pu voir. Là où chez lui, on va parler plutôt des affaires concrètes et pratiques des familles, des voisins, qui donc parlent de deux univers différents, effectivement. Je pourrais continuer longtemps, en fait, et j'essaie de vous donner un exemple qui est issu d'observations que j'ai pu avoir moi-même, notamment dans mon ancien couple, pour ne rien vous cacher. Et c'est plutôt pour vous montrer, là, on n'est pas dans des ajustements qui sont forcément violents ou problématiques, mais dans plein de situations, mon ex, qui venait du coup de cette origine beaucoup plus populaire que la mienne, se sentait mal à l'aise dans l'univers familial qui était le mien, même s'il en avait acquis des codes par ses études et ses fréquentations du fait de ses études. Il savait aussi quelles étaient les règles du jeu et les règles du jeu de la domination, et donc qu'il n'était pas tout à fait ajusté à celle-ci. Ça a été plein d'autres situations plus ou moins qui peuvent être appréhendées d'une manière comique, mais aussi d'une manière triste, comme comment on met une table chez ma grand-mère très bourgeoise, là où lui n'avait évidemment pas ces codes. Bien, on pourrait continuer sur ce type d'exemple qui montre du coup qu'est-ce que peut faire d'avoir un habitus clivé entre une honte sociale ou une capacité à ne plus être à l'aise avec son univers d'origine, ses anciens amis, à qui on n'a finalement plus grand-chose à dire, par exemple, ou ses nouveaux amis, dont les soucis, par exemple, autour de l'inscription aux leçons de piano en anglais de leur fille cadette nous paraissent totalement ridicules par rapport à notre propre éducation, ou déjà que nos parents nous inscrivent à une activité sportive était déjà un grand effort qu'ils consentissaient.
Vous pourrez retrouver aussi des exemples dans de nombreuses œuvres littéraires sur le sujet, chez Stendhal déjà, de manière plus ancienne, dans son ouvrage Le Rouge et le Noir, chez Jack London, Martin Eden, du côté nord-américain avec l'œuvre de Richard Wright et son ouvrage Black Boy, l'œuvre d'Annie Ernaux dont je vous ai bien sûr parlé, ou encore d'Édouard Louis en France. Plus récemment, je crois que c'était à la rentrée littéraire de janvier 2022, deux journalistes en France ont écrit également sur le sujet en interviewant des personnalités publiques, des personnalités du monde politique comme du monde people, de la télé, du show business. Il y a l'ouvrage d'Adrien Nazelli, « Et tes parents ils font quoi ?», ou encore celui de Sébastien Le Foll intitulé « Reste à ta place ». Alors je voulais vous parler à présent d'une prolongation de ce travail, de cette réflexion sur les transfuges de classe qu'ont eu d'autres sociologues à leur tour, en l'entourant, donc qu'a eu Pierre Bourdieu, d'une philosophe et qui propose un nouveau concept qui s'appelle les transclasses. Donc on fait un petit pas de côté disciplinaire, mais c'est parce que c'est intéressant, et Chantal Jacquet travaille avec beaucoup de sociologues, vous verrez dans la bibliographie, le premier ouvrage où elle propose ce nouveau concept transclasse, elle l'a écrit en 2015, elle a publié toute seule, le second est paru en 2018 et rassemble, est un ouvrage collectif qui s'appelle La fabrique des transclasses, et rassemble les fruits de réflexion issus d'un colloque où on trouvera beaucoup de sociologues. La photo que j'ai mis en guise d'illustration est celle de l'écrivain Édouard Louis, qui, si vous ne le connaissez pas encore, je vous recommande la lecture de ses travaux qui illustrent tout à fait ces phénomènes. S'appelait autrefois Eddie Bellegueule et son premier bouquin s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule. Je ne sais pas si vous commencez à avoir des sensibilités à ces classements sociaux, mais entre le nom et le prénom Eddie Bellegueule qui fait classe populaire et le choix qu'il a eu de s'appeler Édouard Louis, qui sont des noms royaux de monarques, qui sont donc des noms à connotation très bourgeoise, on voit déjà le mouvement initié par ce jeune homme. Donc je reviens à Chantal Jacquet, les transclasses. Alors Chantal Jacquet, du coup, elle est très marquée par la réflexion bourdieusienne autour de finalement la théorie de l'habitus et ce qu'elle provoque en termes de reproduction, avec évidemment une structure sociale et socio-économique qui ne change pas en l'absence de modifications politiques fortes, et donc qui reproduit les hiérarchies de la domination. Donc elle approfondit cette réflexion et elle va s'interroger plutôt sur les phénomènes de non-reproduction. Qu'est-ce qui se passe quand, dans une famille, un enfant ne reproduit pas le schéma socio-économique auquel il semblait destiné, et qui est un schéma aussi, on va dire, culturel et symbolique. Et elle propose ici, elle, un autre concept qui est celui de transclasse, qu'elle va juger moins péjoratif, moins négatif, moins porteur de cette douleur, de cette honte, de cette culpabilité, de ce sentiment de trahison ou de se cacher aussi qu'il y aura derrière l'expression transfuse de classe. Donc, je la cite dans son ouvrage de 2015, elle nous dit « La non-reproduction n'est pas une auto-création du moi, donc ne serait pas cette espèce d'apanage d'un slogan néolibéral qui dirait quand on veut, on peut se faire par soi-même. Donc ce n'est pas une auto-création individuelle, mais bien, je reprends la lecture de la citation, une coproduction sociale du milieu d'origine et du milieu d'évolution, en tant qu'elle advient avec ou contre eux. Donc elle, Chantal Jacquet, en plus de sortir du côté un peu misérabiliste que l'on a reproché parfois à Bourdieu, c'est-à-dire on lui a souvent reproché, c'est Passeron et Grignon qui le feront, qui a travaillé avec lui, qui ont bougé un petit peu dans leurs travaux précédents, lui ont toujours dit grosso modo comme critique que le modèle qu'il fait sur la culture des dominés est plutôt le calque inversé
et en négatif des pratiques, des valeurs, des manières de faire, des manières de voir, des manières de penser des classes supérieures. Et que, bon, voilà, il y avait une tendance à voir les choses qu'il jugeait du côté de la douleur, de la misère, des difficultés. Là, l'idée de Chantal Jacquet, c'est de dire qu'il ne faut pas penser seulement le départ du milieu d'origine et la comparaison avec celui-ci en misant sur le fait que la personne qui franchit ces frontières de classe va toujours se sentir mal à l'aise dans le monde dont il a appris à maîtriser les codes au fur et à mesure du temps. Mais il faut penser aussi au milieu d'arrivée et au milieu d'évolution. Et aussi penser l'idée que la mobilité sociale, le franchissement d'un groupe social, elle se fait aussi avec des facteurs un peu push et pull, si vous préférez, des facteurs répulsifs et des facteurs attractifs. Et puis avec, parfois, donc c'est l'idée de avec ou contre eux, ben parfois, par exemple Annie Ernaux, le passage que je vous ai cité tout à l'heure, il va y avoir chez elle, on le sent dans son écriture, au fur et à mesure du temps où elle acquiert ces codes dans cet espace de socialisation scolaire et amicale qu'elle fréquente, donc les codes d'une bourgeoisie, puis plus tard d'une bourgeoisie cultivée et jeune, elle va vouloir s'émanciper d'une certaine chose de son milieu social d'origine dont elle a honte et dont elle veut être différente. Et en même temps, et elle l'écrit remarquablement bien dans ses travaux, c'est quelque chose qui est accompagné, qui est voulu par ses parents et par ce milieu d'origine également. Donc je poursuis l'idée de Chantal Jacquet, sa proposition. Elle nous explique aussi que la non-reproduction doit être comprise, ou en tout cas ne peut pas être comprise, si l'on conçoit séparément les déterminations économiques, sociologiques, familiales et affectives à l'œuvre dans l'histoire de chacun. Donc elle va plus loin que Bourdieu, elle nous dit qu'il faut qu'on aille un peu plus loin que la question socio-économique, que la question voilà, symbolique du capital culturel, du capital économique, mais il peut y avoir d'autres facteurs qui vont jouer dans ce franchissement de frontières sociales. On va parler de la sexualité, donc c'est pas pour rien que j'ai mis aussi ici justement spécifiquement cette photo d'Édouard Louis. Édouard Louis, et dans son roman Pour en finir avec Eddie Bellegueule, raconte aussi que quand il était enfant, lui il est né dans une famille très populaire de l'Est de la France, marquée par la pauvreté, et lui il va bien réussir à l'école. Mais une autre chose qui le distingue et dont il a le sentiment depuis qu'il est tout petit, alors peut-on parler véritablement de sexualité lorsqu'on parle d'enfant, mais en tout cas lui il sent que, ou il écrit, qu'il s'est toujours senti avec une sexualité et un désir et du coup un ethos, une manière d'être de petit garçon qui était différente de la majorité masculine. Eddie Bellegueule, Édouard Louis plutôt, aujourd'hui, est gay, est homosexuel, et il a senti dans ce milieu d'origine, y compris dans sa famille, y compris du côté de son père, puis au collège, qu'il était violemment stigmatisé pour son ethos, sa manière d'être, qui était jugée trop efféminée à l'époque. Et sans doute, comme on peut le voir aussi chez Didier Eribon dans Retour à Reims, qui lui aussi affiche et proclame son homosexualité masculine, et qui vient lui aussi d'un milieu populaire homophobe, explique, sans doute, on peut comprendre qu'il y a quelque chose là aussi qui a été une force, un moteur fort dans le franchissement des frontières. Mais Chantal Jacquet parle aussi de la place occupée dans la fratrie, de rencontres importantes qui peuvent être effectuées dans la vie de quelqu'un, rencontre avec un enseignant, rencontre avec, je sais pas moi, quelqu'un qui milite dans un parti politique et qui va nous changer notre manière de voir le monde, rencontres affectives, rencontres amoureuses, rencontres culturelles avec des ouvrages qui peuvent expliquer aussi ou déterminer ou influencer la trajectoire de mobilité sociale dont il est question ici. Mais également des mauvais traitements, des difficultés, cette discrimination, cette stigmatisation vécue par exemple par Édouard Louis dans son enfance, peuvent aussi, dans une certaine mesure,
influencer le déplacement. En tout cas, c'est vers le creusement de ces détails que Chantal Jacquet nous invite à aller penser la mobilité sociale. Donc, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, et donc ça en découle, ce n'est pas qu'un individu qui s'éloigne d'un milieu pour aller vers un autre, mais souvent aussi un milieu qui repousse un individu de son groupe. Je trouve que cette phrase est très intéressante pour comprendre ce mouvement. Quiconque n'a pas sa place est condamné à être déplacé. Donc, ce qu'elle nous explique, c'est que la transclasse va expérimenter l'épreuve d'une double distance permanente, à la fois par rapport au milieu d'origine et en même temps par rapport au milieu d'arrivée. Il apparaît ainsi comme une sorte d'immigré de l'intérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas franchi de frontières nationales, hein, il n'a pas changé de corps, mais il a effectué un déplacement qui a déplacé aussi ses manières de voir, un déplacement social, un déplacement dans la hiérarchie socio-économique, qui s'accompagne bien souvent de déplacements géographiques et résidentiels, bien sûr, mais qui a déplacé sa manière d'être lui-même, sa manière de penser, sa manière de voir le monde. Donc Chantal Jacquet, elle aussi, nous dit que tout cela va s'accompagner de tensions avec autrui, de tensions avec soi-même, mais pas seulement. Elle va également insister sur d'autres types d'affects, des affects de joie, le sentiment aussi d'embrasser une certaine liberté, la curiosité, la stimulation de la découverte, mais aussi de la distance réflexive par rapport à deux univers, cet univers de départ et cet univers d'arrivée. Ce sont là des réflexions que l'on pourrait retrouver, et en tout cas c'est ce que je vous invite à faire en joignant là d'autres lectures sociologiques plus classiques, et on pourrait retrouver, donc toujours dans cette idée de donner une image aussi pas seulement empreinte de douleur et de tension à la personne qui effectue un déplacement social et un déplacement d'habitus, en fait, pourrait-on dire, en tout cas qui se retrouve avec un habitus en opposition et qui est alimenté par deux univers sociaux, symboliques, culturels, économiques, qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Donc ces réflexions autour de trois types de travaux. D'abord un travail précurseur de sociologie classique, celui de Simmel, un texte qui est assez court, qu'il propose sur la figure de l'étranger, texte de 1905 il me semble. Donc Georg Simmel, sociologue allemand, qui propose une réflexion sur l'individu qui vient vivre dans ces petites communautés villageoises où il n'a pas grandi, où il n'est pas né. Alors cet individu peut être juif, c'est une des figures de l'époque dont Simmel va parler, être un migrant un peu plus lointain, mais il est surtout et avant tout cet étranger qui vient éventuellement de la vallée d'à côté. Et donc, c'est une personne là qui vit un déplacement à l'intérieur d'un groupe qui ne le connaît pas. On va retrouver dans les réflexions de Simmel, je vous les expliquerai après parce que finalement il y a un fil entre la figure de l'étranger de Simmel, de l'homme marginal de Parks et Stonquist. Parks, donc sociologue nord-américain de l'école de Chicago, qui a suivi les enseignements de Simmel en Allemagne, donc qui écrit plutôt entre 1910 et puis 1940. Stonquist, un de ses étudiants, avec des travaux plutôt de psychologie sociale, qui reprend un petit peu cette figure de ce que eux appellent l'homme marginal, c'est-à-dire, pour eux, l'homme marginal, c'est typiquement l'enfant migrant qui appartient, et en même temps n'appartient pas tout à fait, à deux univers socioculturels. Celui de la culture, de la société, des modèles, des manières de penser, de voir, de faire de ses parents,
immigrés, par exemple, immigrés de Pologne à Chicago dans les années 1920, et en même temps, qui est né dans le Chicago des années 1920, qui a grandi avec d'autres enfants de migrants venus de tout un tas d'autres pays européens et non européens, de nord-américains, et qui, du coup, a aussi acquis des codes, des manières d'être, de penser, de voir, de ce nouveau monde, pourrait-on dire, qui existe. Et puis, Roger Bastide, anthropologue français, qui travaille plutôt entre les années 1950 et 70-80, mettons, qui lui travaille avec une anthropologie dans les confins de nos empires coloniaux ou des colonies européennes, des vieilles colonies européennes. Alors je crois que Bastide va faire des choses au Brésil, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Bastide reprend cette idée de l'homme marginal, qui est en fait une figure, un type d'individu qui serait caractérisé par le fait d'être et de ne pas être, c'est ça l'idée de la marge, à cheval entre deux groupes. Donc, si ça vous aide, c'est vraiment typiquement la figure de l'enfant de migrant qui peut être appréhendé pour le penser. Mais finalement aussi, on pourrait dire qu'un jeune étudiant qui vient d'un milieu socio-économique extrêmement modeste et qui va se retrouver dans les plus grandes écoles fréquentées pour l'essentiel par les enfants de la grande bourgeoisie française, voire internationale, peut se situer dans les marges de ces deux groupes. Et alors, pourquoi il appartient et il n'appartient pas? Parce que, ne l'oubliez pas aussi, il y a le rapport des groupes envers cet individu. Et l'enfant de migrant, pour vous donner un exemple pour que vous le compreniez bien, c'est généralement celui qui est toujours l'étranger. On le renvoie toujours, selon le groupe qu'il fréquente, à l'origine de l'autre groupe. Je vous donne un exemple. Prenons voilà, typiquement le cas d'un enfant dont les parents sont d'origine kabyle en Algérie et dont voilà, le père est venu en France pour travailler dans les usines dans les années 70, a fait venir la mère qui venait des montagnes de Kabylie, qui n'a pas été à l'école, qui donc elle est illettrée, avec les 3 premiers enfants que le couple a eu en Algérie, et ils vont s'installer au début dans un bidonville à Nanterre, et puis on va leur donner au fur et à mesure du temps l'accès, le droit d'accéder à du logement social, disons dans les années 80, et ils ont grandi enfin les enfants ont grandi, et il y a eu d'autres enfants dans les cités HLM de Mantes-la-Jolie, mettons. L'un des enfants qui est né en 85, donc lui est né en France, a la nationalité française, contrairement à ses frères et sœurs aînés qui ne l'ont pas eu de droit, puisque lui, il va l'acquérir évidemment au bout du temps, hein, cette nationalité française, parce qu'il est né en France, mais il fallait la demander ensuite, et puis prouver qu'il avait bien résidé en France pendant X années. Donc lui, il a grandi avec d'autres enfants issus d'autres groupes de l'immigration, mais pas seulement, à Mantes-la-Jolie, dans un monde urbain, en France, à l'école publique. Et lorsqu'il va en vacances en Algérie, on va toujours le traiter, en fait, on va lui dire que c'est le français. On va lui dire que c'est le parisien, alors qu'il habite à Mantes-la-Jolie, dans une cité plutôt dégradée. Mais on va l'associer plutôt à la capitale, à la bourgeoisie, à un monde où il est plus facile de vivre. Donc ce jeune homme, lorsqu'il est en vacances au pays, on lui dit toujours, et il a toujours le sentiment, à voir comment ses cousins font,
par exemple dans la séduction des jeunes femmes, mais aussi sur des choses très concrètes, parfois je sais pas moi, s'occuper des bêtes qu'ils ont, puisque une partie de ses cousins travaillent encore dans le domaine agricole, là où lui n'en sait rien, lui c'est un petit urbain. Donc lui, il se sent toujours, par le traitement auquel il est renvoyé du groupe communautaire, on va dire, en Algérie, à être un étranger, un Français. Alors qu'en France, on va en revanche toujours lui dire qu'il est algérien, qu'il est étranger. Donc si vous voulez, il se situe finalement, cet homme marginal, du fait de la réception de celui-ci des deux groupes auxquels, dans une certaine mesure, il appartient ou qu'il a fréquenté, dans lesquels il a été socialisé. Il se situe toujours en marge de ces deux groupes, puisque les deux groupes ne le reconnaissent pas comme membre intégral de ceux-ci, dans la mesure où il est influencé, selon eux, en partie par un autre groupe. Donc, Bastide va reprendre un petit peu ces idées que l'on peut trouver en germe chez Simmel et puis dans le travail de Parks et Stonquist, qui mettent déjà l'accent aussi sur les phénomènes de difficulté, de tension, de déchirement, de tiraillement que l'on peut retrouver dans tous les exemples que j'ai donnés précédemment et les explications sur le franchissement de barrières sociales. Mais lui, et c'est ce dont je voulais vous parler, il va aussi nous expliquer que le fait d'appartenir sans appartenir, d'avoir une vision du coup de deux types de cultures, de deux manières de penser les choses, de deux manières par exemple de prendre du plaisir dans les exemples que je vous donnais sur par exemple voilà, les films en VO ou pas en VO. Cela permet une compréhension et une forme d'empathie aussi importante de manières d'être, de faire, d'exister qui sont fondamentalement différentes. Cela permet aussi de prendre des distances avec les normes imposées par ces groupes et de les remettre en question et de se dire qu'elles ne vont pas finalement de soi. Cela permet aussi des formes de créativité et de liberté que d'avoir différents modèles. Et donc Bastide va considérer que les possibles acteurs et actrices d'un véritable changement social, économique, culturel, politique, peu importe, devraient venir de justement ces hommes, ces femmes marginales, de ces individus qui ont connu par leur trajectoire des formes d'appartenance et de mise à l'écart du fait de cette double appartenance à deux types de groupes sociaux, économiques, et qui sont, dans les différents exemples que je vous ai donnés précédemment pour faire le lien avec ces penseurs, aussi, vous l'avez vu, des groupes ethno-culturels différents avec la situation migratoire. La sociologie contemporaine française documente aussi ces dimensions plus heureuses ou moins clivées, ou moins problématiques, moins douloureuses que peuvent vivre peut-être aussi du fait d'être un tout petit peu moins minoritaire, des changements sociétaux en œuvre, ou une attention un petit peu différente aux phénomènes qui sont traversés. Donc vous pouvez trouver par exemple dans les travaux de Paul Pasquali, donc Paul Pasquali qui a travaillé sur les processus de démocratisation scolaire mis en place dans les grandes écoles et notamment à Sciences Po pour les enfants et les jeunes qui viennent des quartiers populaires. Fabien Truong aussi travaille un petit peu de la même façon mais avec un rapport plus microscopique si vous voulez sur grosso modo des jeunes de quartiers populaires d'origine immigrée bien souvent qui font des études supérieures plutôt très élitistes ou pas tant que ça, et ils vont montrer que ces déplacements les gens peuvent composer aussi avec et ne sont pas nécessairement que du côté de la souffrance, de la honte, de la culpabilité et de la douleur. Vous avez d'autres travaux qui sont cités ou qui peuvent être cités de sociologie un petit peu récente
qui peuvent montrer, dans la lignée de ce que je vous explique sur la pensée de Chantal Jacquet, que le genre, l'orientation sexuelle, l'appartenance ethnique ou ethno-raciale, là j'ai repris une réflexion qui n'est pas écrite par moi, d'où vous voyez la différence aussi dans la terminologie qui est utilisée, donc peuvent aussi exercer une influence sur la mobilité sociale ou la déterminer en partie. Donc c'est Santelli par exemple qui va montrer dans un article en 2001 que généralement, et ça va être confirmé par d'autres travaux plus tard, que les enfants d'origine immigrée ou dans les familles immigrées, donc ici c'est l'appartenance ethno-raciale qui est différente, il y a un grand désir de mobilité sociale par l'école et un besoin aussi de se différencier et une organisation des familles qui font que, voilà, à capitaux économiques et culturels égaux, voire moindres, il y a une meilleure réussite scolaire, généralement des enfants issus de l'immigration. Sur les questions d'orientation sexuelle, vous pouvez trouver ça encore, comme je l'ai cité, chez Héribon, par exemple. Stéphane Beau va montrer notamment comment les filles sont amenées à travailler encore davantage à l'école et à avoir un type de mobilité sociale ascendante, ou encore Fabien Truong, dont j'ai cité le travail juste tout à l'heure. Nous passons à présent au phénomène de passing qui est d'abord et avant tout dédié à la situation dite raciale. Alors là, j'ai fait une illustration avec une ressource que vous pouvez voir éventuellement. Moi, je ne l'ai pas vu encore, qui est un film qui a été diffusé sur Netflix sur un exemple de ce phénomène de passing. Alors, c'est d'abord un néologisme, c'est-à-dire un terme qui est emprunté à l'anglais nord-américain, qui vient du verbe to pass, passer pour, et c'est également un concept qui va venir des sciences sociales nord-américaines. Il désigne initialement, ce terme de passing, le franchissement dissimulé d'une frontière raciale permettant d'accéder à de nouveaux droits et rétributions. Alors historiquement, parce que le terme a d'abord été utilisé dans un contexte bien particulier, c'est une catégorie indigène, c'est-à-dire que c'est un terme qui est utilisé par les acteurs sociaux eux-mêmes et non pas d'abord par des chercheurs. Donc c'est une terminologie qui était péjorative pour dénoncer ce qui était perçu comme des impostures raciales, c'est-à-dire des phénomènes où des personnes initialement identifiées comme noires, qu'ils aient la peau claire ou pas d'ailleurs, ou en tout cas pas seulement, réussissaient à se faire passer pour blanches dans une société profondément raciste, c'est-à-dire organisée sur un système raciste. Alors pourquoi je dis organisée sur un système raciste et pourquoi je me réfère à un contexte historique particulier? C'est bien le contexte d'abord de l'esclavage aux États-Unis, entre la fin du XVIIIe, le XIXe siècle, et puis un contexte de ségrégation officielle où noirs et blancs étaient séparés des uns des autres dans les écoles, dans les transports, dans les quartiers, aux États-Unis jusqu'au Civil Act de 1965 qui met fin à ce système ségrégatif. Donc il y a bien aux États-Unis un système, une société qui fonctionne socio-économiquement, qui fonctionne dans ses interdits de lieux de fréquentation et autres, sur une frontière raciale qui sépare à ce moment-là les Noirs des Blancs. Alors, on parle bien de frontières, puisque aux États-Unis, l'expression qui est consacrée, c'est celle de ligne de couleur, sachant que la règle, c'est une règle officielle à l'époque, est celle de la goutte de sang. C'est-à-dire que toute personne qui aurait un ancêtre, un seul suffirait, considéré comme noir, même si c'est un grand-père seulement, était considéré comme noir. Tous les autres étant considérés comme blancs. Donc vous comprenez bien que ce système classait normalement les métis dans un certain nombre de cases, c'est-à-dire comme non-blancs, c'est-à-dire comme noirs, c'est-à-dire pendant bien longtemps comme esclaves possédés par d'autres individus.
où est-ce que l'on trouve des explications de ce phénomène, puisque la plupart des acteurs sont morts? Donc dans des travaux historiographiques qui renseignent ces pratiques du coup d'avoir pu réussir à passer pour blanc alors qu'on était censé être noir. Ces pratiques de passing sont difficiles à étudier. Pourquoi elles le sont? Eh bien, c'est parce que un passing réussi était un passing caché, était un passing clandestin. Vous comprenez bien qu'il y avait des enjeux importants à ne pas être découvert pour ne pas être renvoyé à la catégorie noire qui amenait évidemment tout un tas de problématiques, de statuts, de discrimination sinon afférentes. Donc, concrètement, il s'agissait donc de formes clandestines, donc cachées, dissimulées, qui permettaient de passer des frontières raciales, cette fameuse ligne de couleur, qui évidemment servait à franchir aussi des frontières sociales ou socio-économiques, si vous le comprenez bien. C'est-à-dire, très concrètement, il s'agissait d'échapper à l'esclavage, sinon aux violences physiques qui accompagnaient généralement les manières de se comporter avec les personnes identifiées comme noires, et à la relégation systématique, pour aller plus loin, des noirs au bas de l'échelle socio-économique. C'est aussi utilisé pour conterner les interdits d'union mixte, donc quand il y a des situations amoureuses ou des rapports sexuels qui sont prolongés dans le temps, de pouvoir faire en sorte que personne ne le sache, ou en tout cas que personne ne puisse le dénoncer et avoir quelque chose à en dire, comme la législation le permettait à l'époque. Alors, je peux vous donner aussi un exemple, puisque je vous ai dit que ce n'était pas seulement une peau claire qui permettait de franchir ces frontières, avec une famille, la famille Haley. Le père est d'origine irlandaise, est un migrant irlandais qui arrive aux États-Unis à 18-19 ans, va pouvoir acquérir des terres et des esclaves noirs, donc il s'installe dans le sud des États-Unis, et il va avoir une relation amoureuse, juste il ne pourra pas se marier avec elle, avec une esclave noire. Cette relation est véritablement considérée comme amoureuse et conjugale dans la mesure où ils ont 10 enfants sur un temps long qu'ils élèvent ensemble. Le père Eli, donc les enfants sont métis, issus d'une mère esclave noire et d'un père nord-américain, irlando-américain. La famille Eli va envoyer ses enfants étudier au nord, où les lois sont moins difficiles que dans le sud des États-Unis, qui est marqué justement par ce phénomène de l'esclavage massif lié aux champs de coton, notamment. Les enfants Haley n'auraient pas dû pouvoir faire des études. Les enfants Haley auraient dû, en vigueur de cette règle de la goutte de sang, être considérés comme noirs et en tant qu'enfants d'esclaves, être considérés comme esclaves. Or, les enfants de la famille Haley vont tous avoir, à l'exception d'un seul, de belles trajectoires de réussite socio-économique. Et ils vont les avoir notamment dans un milieu bien particulier qui est le milieu catholique, qui est considéré, il faut que vous l'ayez bien en tête, comme lui-même un groupe minoritaire aux États-Unis. Les États-Unis sont effectivement un pays dont la religion majoritaire à l'époque est protestante. La religion catholique, et donc l'institution catholique, c'est-à-dire les églises, les évêques, toutes les personnes qui travaillent au sein de cette institution et les rémunérations qu'ils peuvent en percevoir, sont donc considérées comme eux-mêmes des minorités, en termes statistiques bien sûr, mais aussi en termes de pouvoir dans la société nord-américaine. Et c'est l'une des explications avancées notamment par l'historien qui travaille sur ce cas pour expliquer que ces hommes et ces femmes de la famille Haley aient réussi à passer pour blancs alors qu'ils étaient métis, en tout cas ils l'étaient par l'union de leurs parents, et même à leurs propres yeux, se considérer eux-mêmes comme blancs et non pas comme noirs. Par exemple, une des analyses est qu'ils pouvaient avoir, comme l'opinion dominante de l'époque, des positions pro
esclavage, alors que même s'ils avaient respecté la législation, auraient dû être considérés comme des esclaves. Donc on est bien au-delà d'éléments qui sont de pure physionomie. Pourtant cela ne va pas de soi, vous imaginez bien. Et là je vous ai dit, les enfants de la famille Haley ont été envoyés dans le nord des États-Unis plutôt que rester dans le sud des États-Unis. Effectivement, pour qu'un passing soit réussi, il faut que vous arriviez dans un endroit où on ne vous connaît pas, où on ne connaît pas votre famille, on ne connaît pas vos parents, on ne connaît pas les quartiers où vous vivez, qui sont des quartiers, bien évidemment, dans une société ségrégée, ou de noirs ou de blancs. Donc il faut véritablement rompre avec les groupes amicaux originaires, la famille, les groupes communautaires. Un éloignement spatial, un éloignement géographique est bien évidemment nécessaire. Il y a, dans certains cas, une véritable double vie à mettre en œuvre, où donc on se cache de la personne avec qui on partage sa vie, par exemple dans le mariage, de ses nouvelles relations professionnelles et amicales. Ce qui engendre pour les individus qui accomplissent ce passing des tensions fortes, y compris psychologiques, importantes, qui peuvent expliquer des phénomènes de craquage ou de décompensation psychologique étudiés également par ces travaux historiographiques. Il y a bien évidemment, pour expliquer ces tensions, cette crainte permanente d'être démasqué et pour avoir accompli ce qui est perçu comme un genre de trahison, même si ces travaux historiographiques disent que les Noirs, parce qu'ils ont bien conscience de la domination qui est exercée sur eux, tendent à ne pas dénoncer les personnes qu'ils auraient pu reconnaître eux-mêmes comme d'anciens noirs qui se seraient fait passer pour blancs, et que la peur d'être démasqué et d'être dénoncé vient essentiellement du groupe des blancs. Alors, il y a une question fondamentale que doivent poser les sciences sociales ou les sciences humaines là-dessus, dans l'analyse, c'est quelles sont les conditions objectives de possibilité du passing. Qu'est-ce qui permet à des individus dans cette société-là de pouvoir se faire passer pour blancs alors qu'ils devraient être identifiés comme noirs? À l'époque, rappelons-le, c'est très important, il y a très peu de documents administratifs. Grosso modo, il y a une forme d'acte de naissance, point. Il n'y a pas encore nécessairement les mêmes papiers d'identité et surtout la même demande de ces papiers administratifs et identitaires permanents. Il y a aussi un très vaste continent, un très vaste pays qui permet des mobilités géographiques très éloignées et donc qui permet réellement, dans les conditions objectives de possibilité, de ne pas avoir à re-rencontrer des individus. Bien souvent, il faut des ressources économiques. C'est le cas de la famille Haley. La famille Haley est une famille riche. Et puis, il y a ces jeux de pouvoir que peuvent avoir différents groupes minoritaires non concernés par ces questions et ces tensions et ces frontières raciales, mais qui peuvent servir de forme d'interstice où se glisser et où on le sera plus à l'abri qu'ailleurs. Une autre question que l'on peut se poser, finalement, ces passeurs, on les appelle comme ça, sont-ils de faux blancs ou de vrais noirs? Ou encore, peut-on devenir véritablement blanc quand on est né identifié comme noir? Pour aller plus loin, en fait, la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'être blanc? Et donc, qu'est-ce qu'est, dans le même temps, être noir? Vous allez voir, on ne va pas répondre à cette question nécessairement sur cette slide, mais attendre peut-être la fin de ce chapitre pour creuser un petit peu ces questions auxquelles ces traversées de frontières nous amènent, qui sont finalement des questions sur l'identité de façon plus générale. Alors, un autre exemple de ressources ici littéraires auxquelles vous pouvez vous référer, qui est plus contemporaine que ce film sur Netflix, peut-être disponible sur d'autres plateformes de streaming gratuites, sur le phénomène de passing racial. Vous avez un ouvrage de l'écrivain nord-américain Philip Ross qui s'appelle La Tâche et qui va en parler également. Alors, pour aller plus loin, je voulais vous présenter les travaux et les conclusions d'un
d'une équipe de chercheurs qui propose un numéro de revue, la revue dite Genèse, intitulée Passing, le numéro 114, paru en 2019, et qui vont donc proposer dans l'espace français, dans l'espace de recherche français, l'importation de ces débats sur les phénomènes de franchissement de frontières qui vont au-delà de la race et qu'ils souhaitent voir appliquer davantage, ou en tout cas d'être réfléchi aussi dans l'univers académique français. Donc la terminologie de passing pour évoquer d'autres franchissements de frontières est proposée par des sociologues en 2019. Donc ils proposent d'utiliser cette terminologie pour parler de franchissement de frontières de sexe ou de genre, d'autres types de franchissement de frontières sociales qui, plutôt que parler de mobilité sociale ascendante et de transfuge de classe ou de transclasse, vont prendre des exemples de mobilité sociale descendante souhaitée, comme on a pu le voir avec le phénomène de ceux que l'on appelait les établis, qui étaient généralement des militants d'extrême gauche en France, souvent issus de la gauche maoïste, après les mai 68, et qui ont décidé, qui étaient souvent de familles avec des capitaux, culturels ou économiques, et qui décident d'arrêter leurs études, d'arrêter leur trajectoire de vie habituelle, et d'aller travailler, s'établir, comme on le disait, à l'usine, dans le monde prolétaire, pour y déclencher la révolution qui était sociale, politique, économique, ce qui était le cas. Un autre phénomène de franchissement de frontières qui est proposé par ces auteurs, c'est de franchir les frontières d'âge. Et là, c'est un exemple qui est pris avec ces jeunes majeurs étrangers qui, pour ne pas être expulsés, pour bénéficier encore de l'aide sociale proposée par la protection des services de l'enfance, tentent ou continuent, ou en tout cas parviennent, puisque c'est ça le phénomène de passing, c'est lorsqu'on y parvient à se faire passer pour des mineurs. L'existence du passing serait donc l'une des preuves, si besoin était encore, de la dimension socialement construite de ces catégories qui sont pourtant pensées comme naturelles. Donc cela relève bien d'une sociologie que l'on peut dire critique, qui déconstruit les catégories, les processus sociaux, et montre que derrière celle-ci, il y a bien eu une construction sociale de la catégorie. Pour aller plus loin, l'existence du passing nous informe sur des phénomènes de transgression, véritablement, d'ordres sociaux. De ces ordres sociaux, qu'il s'agisse d'ordre racial, d'ordre de genre, le patriarcat, l'hétérosexualité par exemple, ou encore d'ordre social local en vigueur. Parler d'ordre social local en vigueur, c'est pour parler par exemple de la situation des jeunes majeurs qui sont passés pour mineurs. On considère que c'est local puisque c'est localisé à un contexte bien particulier qui est celui de la France du XXIe siècle avec une législation bien particulière. Donc c'est véritablement des informations, des réflexions qui nous sont proposées pour réfléchir la transgression de ces ordres sociaux et qui interrogent donc évidemment sur les frontières qui découlent de ces ordres. Ce qui nous amène à prôner aussi une sociologie qui serait non seulement critique, mais également contextuelle et relationnelle. Contextuelle, c'est-à-dire une sociologie très attentive au contexte dans lesquels on peut étudier ces phénomènes, et donc bien pouvoir les localiser, bien pouvoir les comprendre d'un point de vue historique, géographique, contextuel, donc faire attention au contexte, et puis relationnel. Alors pourquoi relationnel? C'est être attentif aux relations entre deux groupes, donc par exemple entre le groupe des femmes et le groupe des hommes, entre le groupe des noirs et le groupe des blancs, dans la mesure où on va partir de l'idée que s'il y a frontière, c'est qu'il y a une ligne de démarcation entre deux groupes qui sont donc opposés l'un à l'autre. Et c'est un autre sociologue, Frédéric Barth, un sociologue anglais, me semble-t-il, qui propose d'avoir toujours en tête, lorsqu'on travaille sur des processus sociaux, et particulièrement sur les questions identitaires et sur les questions dans les contextes migratoires ou post-coloniaux, pour comprendre les relations entre des individus qui appartiennent à des groupes identifiés différemment, qu'il faut toujours être extrêmement attentif à la nature, à la qualité
à l'évolution des relations entre ces groupes. Regardez si elles sont d'ordre économique, si elles sont d'ordre culturel, quel est le rapport de domination, dans quel sens il va, comment il évolue, etc., etc. Et c'est évidemment à ce type de sociologie que je vous invite à être attentif dans le cadre de ce renouveau d'une sociologie contemporaine que nous finissons d'étudier dans ce dernier chapitre de notre cours. Il s'agit donc d'étudier, là encore, quelles sont les conditions de possibilité de ces différents passings et d'étudier, vous l'auriez compris, ce qu'ils nous révèlent des ordres qu'ils transgressent tout en s'y conformant. Alors que veut dire cette dernière phrase? Ce qu'ils révèlent des ordres qu'ils transgressent tout en s'y conformant. C'est que le fait même de passer une frontière, donc de se faire passer pour blanc alors qu'on est noir, de se faire passer ou de devenir un homme lorsque l'on était une femme, de devenir un riche bourgeois alors qu'on était enfant de pauvres ouvriers, et bien sûr une transgression de l'ordre, puisqu'on y échappe, puisqu'on n'obéit pas aux places que nous assigne cet ordre social. Mais en même temps, on peut dire dans une certaine mesure que l'on va se conformer à un certain nombre de ces règles et de ces normes. Le passeur noir qui est devenu blanc va bien intégrer des caractéristiques qui font de lui, pour les autres, quelqu'un de blanc. L'homme devenu femme va intégrer, acquérir, se conformer à un certain nombre de critères dits de féminité pour ne pas être perçu, reconnu, voire se sentir et se vivre comme un homme. Il y a donc à la fois des normes qui sont transgressées et des normes avec lesquelles il y a une forme de conformité, donc avec l'ordre en place. Vous allez voir, on va continuer à le travailler et à y réfléchir d'ici la fin de cette séance. Donc finalement, il faudrait essayer de réfléchir à comment on va percevoir, analyser, in fine, ces passings. Ces passings sont-ils une manière une fin en soi, pour que les individus puissent trouver ce qu'ils considèrent être leur véritable place? Donc, finalement, une place de blanc alors qu'ils étaient noirs, une place de femme alors qu'ils étaient hommes, qui serait donc en conformité avec un ordre qui est donc finalement respecté, même s'ils en transgressent la frontière en la passant, en la dépassant, en la franchissant. Ou le passing doit-il être analysé, compris, réfléchi, comme le symptôme d'un ordre social qui est profondément ébranlé, par exemple celui du capitalisme industriel dans les années 60-70, travaillé par Pagis et Yon à propos du phénomène des établis, et surtout celui du patriarcat dans les années 2000-2010 pour les phénomènes de transgression de la frontière du genre, dans le cas des trans étudiés par Emmanuel Bobassi, dont on va parler à la prochaine slide. Finalement, s'agit-il d'un accommodement ou d'une subversion de cet ordre en place? Et quid de l'identité alors? Finalement, qu'est-ce que cela nous dit sur cette identité? C'est ce que je vous demandais, en tout cas ce que je demandais à voix haute lors de la précédente slide, en me disant finalement c'est quoi véritablement être noir? C'est quoi véritablement être blanc? Une des réponses, alors là ça serait un autre cours sur l'identité, ça nous amènerait sur tout un tas d'autres séances pour réfléchir à la question de l'identité, mais en tout cas ça nous amène véritablement à considérer que l'identité est profondément et avant tout fragmentée, et profondément et avant tout plurielle. Il faut tenir compte, lorsqu'on réfléchit à l'identité, à la fois de l'identification extérieure, c'est-à-dire celle qui nous est attribuée par les autrui, par tout ce qui n'est pas nous. En même temps, cette identité, bien évidemment, elle nous est amenée où on y arrive, où on arrive à la saisir et à se la représenter en fonction de notre socialisation dans les différents groupes auxquels on appartient et que l'on va éventuellement fréquenter tout au long de notre trajectoire de vie qui nous amène éventuellement à franchir ou non certaines frontières.
Et puis bien évidemment, il y a la question de l'autodéfinition de soi, celle qui est éventuellement, en tout cas qui pourrait être interrogée comme telle dans les phénomènes des trans, qui ne se sentaient pas, disent-ils, filles lorsqu'ils étaient identifiés comme garçons ou garçons lorsqu'ils étaient identifiés comme filles. Finalement, tout cela nous amène à nouveau à réfléchir ou à mettre en avant, en plus dans ces 3 grandes questions conceptuelles là que je décline, donc une réflexion sur l'ordre social qui est franchi, qui est transgressé, est-il profondément subverti ou est-il finalement accommodé avec des phénomènes de mise en conformité? Qu'est-ce que tout cela nous dit de l'identité? Plein de choses, mais en tout cas les premières, c'est que ces identités, on doit les considérer comme plurielles et fragmentées, d'abord et avant tout. Et puis, évidemment, le passing, le franchissement des différentes frontières, nous amène à réfléchir aux différentes tensions amenées par ce franchissement de frontières entre les habitus incorporés premiers et les normes du groupe d'arrivée dans lequel les passeurs, finalement, finissent par être pris et saisis. Mais aussi, le passing, si on y réfléchit du coup de manière un petit peu conceptuello-analytique ici, cela nous amène, en tout cas c'est un des concepts que vous retrouverez si vous lisez un petit peu sur ce phénomène, cela amène à ce que l'on appelle performer le réel. Alors, les choses qui sont dites performatives, ou les performances, c'est des réalisations de ce qui est seulement énoncé. C'est-à-dire que voilà, devenir femme alors qu'on était homme, c'est une performativité, performer le réel de l'ordre du genre, par exemple. Le passing, cela amène évidemment à penser et à ne jamais oublier de penser aux enjeux de pouvoir, aux rapports de domination structurelle qui préexistent et qui accompagnent évidemment les ordres sociaux qui sont mis en place. Et donc, voilà, ça peut être des façons de réfléchir aussi à différentes controverses. Alors, je cite 2 noms qui doivent vous être étrangers. Le nom de Jenner, qui est le nom d'un trans nord-américain, qui était connu initialement comme homme et qui est devenu une femme et qui va accomplir des performances sportives, donc avoir des très bons résultats sportifs, et on va contester ces performances sportives en disant que il a bénéficié voilà, qu'il a des gènes, des hormones, une ancienne ossature, ou en tout cas il a bénéficié d'entraînement destiné à des hommes et il joue dans des compétitions de femmes avec d'autres attentes et donc qui remettent en cause ses performances et ses médailles. Donc voilà, c'est le type de controverse qui existe beaucoup aujourd'hui sur ces questions-là. Vous avez une autre controverse qui est celle de Dolezal. Dolezal, c'est une jeune femme qui va se faire passer, elle, pour noire, alors qu'elle est censée être considérée comme blanche, c'est-à-dire de ne pas avoir d'ancêtre noir, qui va se faire passer pour noire pour avoir une position de porte-parole d'un groupe politique sur les minorités noires, et dans le contexte, on va dire qu'elle veut bénéficier des règles de discrimination positive en se faisant passer pour noire, alors que c'est problématique et c'est un passing qui lui sera reproché, alors que celui de Jenner, par exemple, a pu être davantage toléré par certains milieux. Donc voilà, tout ça, je vais vite évidemment, hein, je veux vous présenter ces éléments, je ne peux pas les approfondir autant que je veux, mais c'est pour vous montrer que même, une fois le passing accompli, les questionnements continuent à se poser et les rapports de pouvoir, les rapports de domination n'en ont pas fini d'être posés, même s'ils sont pensés autrement. Je vous donne enfin la source de toutes ces réflexions sur les franchissements de différentes frontières. Donc, c'est le numéro de la revue Genèse, paru en 2019, le numéro 114, intitulé Passing, et dirigé par les sociologues Benoît Trépied, Bastien Bozat et Julie Pagis. Nous arrivons à présent à la question des trans et à l'étude proposée par Emmanuel Bobassi en 2021. Je vous ai mis ici l'icône du mouvement.
pour illustrer la slide. Donc, je vous fais là, ici, dans les 2 prochaines slides, une synthèse du travail d'Emmanuel Bobassi. Donc, tout d'abord, il nous apprend que c'est une partie de la population que l'on a longtemps appelée des transsexuels. Aujourd'hui, on les appelle, ou ils sont revendiqués de plus en plus sous l'appellation transgenre, mais lui, il va préférer de parler encore plus simplement juste de trans, donc d'une abréviation qui permet d'échapper un petit peu aux questions, voire aux clichés qui peuvent circuler autour de l'un ou l'autre de ces termes. Donc, c'est une population qui a toujours été étudiée d'abord par la médecine et la psychiatrie depuis le début du XXe siècle, à partir des années 60 par la sociologie avec le travail de Garfinkel, et qui a été étudiée de façon renouvelée dans les années 90 à partir des études dites queer, les queer studies, qui ont eu tendance à les travailler en tant que figure subversive justement de ce fameux ordre du genre qui oppose donc juste 2 sexes de façon binaire, opposés l'un à l'autre, le masculin et le féminin. Emmanuel Bobassi nous explique aussi que la question trans bénéficie aujourd'hui d'une visibilité institutionnelle accrue, c'est-à-dire que c'est un phénomène dont on parle de plus en plus, que l'on peut voir dans quelques séries télévisées éventuellement, mais qui en tout cas a une existence dans le discours officiel plus ou moins légitime, mais en tout cas c'est pas un sujet qui est invisible, puisqu'il y a un premier cran de légitimité, et les violences portées aux personnes de cette population, les discriminations qu'ils subissent, sont reconnues, elles sont reconnues dans le code pénal, et l'Union européenne fait en sorte que les droits soient étendue dans la plupart des pays, dans tous les pays de l'Union européenne, avec évidemment des résistances fortes dans certains pays plus patriarcaux, conservateurs et religieux que d'autres. Mais malgré tout, malgré les avancées de ces droits, c'est une population ou c'est une question qui suscite encore beaucoup de violences physiques ou encore dans les débats. Pourquoi autant de violence? Alors l'auteur dit, c'est parce qu'elle, alors il va utiliser dans l'ouvrage indifféremment les pronoms il ou elle pour justement partir aussi de ce flou qui est proposé, c'est que donc ces personnes osent passer une frontière sociale qui différencie et hiérarchise les individus, et que lorsque l'on transgresse profondément une frontière de ce type, cela crée des remous. Et la frontière du genre est une frontière qui est particulièrement puissante dans l'ensemble des sociétés. L'auteur propose de penser le changement de sexe comme une mobilité sociale dans ce qu'il va appeler un espace social du genre. Donc là, il reprend la terminologie chère à Bourdieu, celle d'espace social, c'est-à-dire considérer les choses comme c'est-à-dire les classes sociales pour Bourdieu, en fonction de leur hiérarchie. C'est-à-dire partir toujours de l'idée que l'espace social est un espace qui est hiérarchisé, avec donc des dominants et des dominés. Donc c'est un espace qui est inégal. Donc penser le changement de sexe comme une mobilité sociale, c'est se demander dans quel sens se fait la trajectoire. Et donc, c'est partir de l'idée qu'il y aurait un genre dominant, le genre masculin, et un genre dominé, le genre féminin. Donc, Emmanuel Bobassi propose de penser le changement de sexe comme une mobilité sociale ascendante dans le cas de ceux et celles qui sont appelés les F to M, donc femmes vers hommes, ou descendance, c'est-à-dire des hommes vers les femmes. Donc, dans un premier cas, les femmes devenues hommes seraient dans une mobilité sociale ascendante, passeraient du rang des dominés vers les dominants, et ceux qui étaient autrefois des hommes devenus des femmes auraient une trajectoire à l'inverse descendante, passeraient donc du groupe des dominants au groupe des dominés.
Emmanuel Elbobassi se demande également dans cet ouvrage ce que le genre fait concrètement aux personnes entreprenant un changement de sexe. C'est-à-dire, il se demande, et c'est ce à quoi il va essayer de consacrer son ouvrage, son enquête, quels sont leurs parcours depuis l'enfance jusqu'au moment où il les a rencontrés et interviewés. Donc, il propose pour cela une enquête à la fois quantitative et qualitative, où il va recourir dans ses analyses à une typologie, où, évidemment, vous l'avez constaté, il s'interroge aussi à partir des autres grandes catégories déterminant, structurant l'identité et les places occupées dans la société. Il s'intéresse également à la classe sociale, socio-économique, à la race, à la génération, donc à l'âge, en se demandant si les individus, à quel point ils sont conformes ou non conformes aux normes socio-institutionnelles de genre, c'est-à-dire à quel point ils sont conformes ou non conformes à ces normes dites masculines et à ces normes dites féminines. Alors, je vais vous donner maintenant un certain nombre de résultats proposés par l'auteur. Il va nous expliquer que les déclassements sont bien moins tolérés que les promotions. Autrement dit, que les trans hommes devenus femmes sont moins tolérés que les femmes devenues hommes par le reste de la société. Et cette tolérance, elle est notamment le fait de qui elle provient. Elle provient du groupe dominant, le groupe des hommes, et des institutions qui permettent ou ne permettent pas ces transitions, institutions administratives pour des changements d'état civil, institutions médicales bien évidemment, et psychiatriques qui en fait partie, etc., qui, je le cite, font payer à ces individus le prix de leur impensable défection du masculin. Donc pour lui, c'est un peu là le point de rupture qui expliquerait selon lui cette violence particulière de la part des hommes dès lors que, d'une part, on aborde les questions d'homosexualité masculine, et non pas d'homosexualité féminine, d'homosexualité masculine, ou dès lors que l'on aborde ces personnes trans qui auraient été originellement des hommes et qui seraient devenues des femmes, le véritable problème pour eux, ou en tout cas la corde sensible, c'est cette impensable défection du masculin, du groupe de la domination, des dominants, qui vient ébranler du coup cet ordre social et donc vient ébranler les positions dominantes occupées par l'ensemble du groupe. Donc il nous explique que le parcours des femmes trans, c'est-à-dire quand je dis femmes trans, je parle du groupe d'arrivée, donc des hommes devenus des femmes, sont beaucoup plus laborieux, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus précaires d'un point de vue socio-économique et beaucoup plus discriminés également que les parcours des femmes devenues des hommes. Aussi, les transitions hem to hef, donc homme vers femme, arrivent-elles souvent plus tardivement dans la vie des individus, que celles des F to hem, c'est-à-dire des femmes devenues des hommes, qui entreprennent généralement plus jeunes leur parcours de transition. Par ailleurs, il nous explique que du coup, les femmes devenues des hommes vivent généralement ces transitions dans de meilleures conditions matérielles et relationnelles. Donc c'est moins précaire, elles ont moins de difficultés socio-économiques et moins de difficultés relationnelles. Et c'est expliqué pourquoi, par le sens de la mobilité, puisqu'elles accomplissent, celles-ci, une promotion, une mobilité ascendante. Elles vont rejoindre finalement le groupe des dominants. Il nous explique aussi que l'origine sociale, en tant que telle, donc là, socio-économique, les capitaux économiques et les capitaux culturels, les diplômes qui sont détenus par les individus et leurs groupes familiaux, va également beaucoup faire jouer les manières d'investir la féminité et la masculinité des trans. Il y a par ailleurs des frontières sexuelles qu'il va étudier, donc il se pose la question de ces individus, étaient-ils avant la transition hétérosexuels ou homosexuels, et que sont-ils après celle-ci? Donc il nous dit que bien souvent, les femmes devenues des hommes étaient lesbiennes ou bisexuelles, et que les hommes devenus des femmes étaient soit hétérosexuels, soit homosexuels. Mais c'était grosso moitié-moitié. Tandis que dans le cas des femmes devenues des hommes, elles étaient pour la plupart lesbiennes ou bi. Très rares étaient celles qui étaient hétérosexuelles. Donc c'est une première différence.
Il y a une deuxième différence qui va se montrer au moment de la transition et de l'évolution. Il nous dit donc que les hommes devenus des femmes, les hem to have, tendent à l'hétérosexualité, donc vont finir par se détacher de l'homosexualité. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'hétérosexualité, je le cite, participe de la transformation elle-même, tant la féminité se construit dans le regard des hommes. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, pour qu'elles se sentent véritablement des femmes, pour qu'elles se sentent véritablement considérées comme telles, la relation hétérosexuelle, qui est une relation qui légitime, finalement, qui instaure dans une certaine mesure la féminité en tant que telle, participe de cette légitimation. Donc là où autrefois ceux qui étaient des hommes pouvaient être homosexuels, donc avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, une fois devenus femmes, tendront majoritairement, on est sur des tendances statistiques, à avoir des relations uniquement hétérosexuelles, donc avec des hommes. Tandis que les have to hem, donc les femmes devenues des hommes, tendraient à se gayifier, c'est-à-dire à devenir homosexuelles, et donc homosexuelles avec des hommes, là où elles étaient homosexuelles avec des femmes. Donc je le cite, donc elles tendent à laisser tomber, bon, à rester homosexuelles, mais à changer finalement l'objet du désir, a priori, au fil du temps. Et notamment, ils nous disent pas nécessairement si véritable dans les pratiques, c'est notamment au niveau du discours. Et donc son explication, selon lui, c'est, je le cite là encore, « Quand on a été une femme, il semble plus aisé d'incarner une masculinité subordonnée, donc une masculinité dominée, c'est-à-dire une masculinité spécifique, celle des gays, celle des homosexuels, donc celle de ceux que l'on suspecte déjà de ne pas être tout à fait des hommes dans l'ordre du genre patriarcal hétéro-sexiste. En particulier lorsque l'on est hautement diplômé, là l'origine sociale va venir jouer, donc il nous explique que c'est d'autant plus une tendance d'autant plus observée chez les personnes qui ont des diplômes. Alors, est-ce que l'on arriverait à une espèce de typologie un petit peu binaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait des trans qui seraient finalement très conformes? Autrement dit, seraient-ils particulièrement hétéronormés, donc à suivre les normes de l'hétérosexualité, et sexistes, c'est-à-dire à suivre les normes du genre, donc à opposer des femmes à des hommes? Donc, serait-il particulièrement conforme à cet ordre, a priori, transgressé initialement? Donc, il va nous dire, alors, il ne va pas répondre évidemment de manière binaire, vous vous en doutez bien, la sociologie est rarement binaire, et en tout cas, la sociologie qui s'intéresse à ces parcours de passing, qui est très déconstructiviste, très contextuel et très relationnel, elle est plutôt dans l'hyper-détail que la binarité, et une forme de relativité assez importante des normes. Mais effectivement, il y a plutôt une tendance à une forme de conformité chez les hommes devenus des femmes, appartenant notamment aux générations les plus anciennes, donc nés il y a plus longtemps, et notamment pour les plus précaires d'entre eux, précarité et appartenance à des générations plus anciennes, qui s'explique aussi par la mobilité de sexe qui est impliquée, puisque voilà, grosso modo, ils ont à faire face à davantage de violences, de discrimination et de préjugés que les femmes qui deviendraient des hommes, donc ils ont tendance, dans leur trajectoire personnelle, à repousser le moment d'accomplir cette transition, c'est-à-dire initialement à se dire tant pis, je vais vivre caché, je ne vais pas devenir une femme, je vais rester un homme. Donc finalement, lorsqu'ils ne tiennent plus ou qu'ils décident de passer à l'acte, ils le font beaucoup plus vieux. Et le parcours est est tellement difficile, ils sont tellement mal perçus, tellement discriminés, qu'ils ne retrouvent pas nécessairement, ou ils ne trouvent pas nécessairement de bons revenus, de bonnes ressources socio-économiques pour en vivre, donc ils sont de facto plus précaires que les autres. Et pour Emmanuel Bobasti, donc c'est une phrase que je trouve intéressante, il dit « Pour pouvoir s'affranchir des normes du genre, il faut en avoir les moyens, sous-entendu socio-économiques, qui sont aussi des moyens culturels de diplôme dans la société du diplôme française. » Autrement dit, plus on a un emploi stable, plus on a du patrimoine, c'est-à-dire un héritage de nos parents, donc qui ne nous auraient pas déshérité, et le soutien parental matériel ou affectif, plus il est facile
de pouvoir opérer ces transitions et de les opérer le mieux possible. Donc quand ce n'est pas le cas, on a tendance à être davantage en conformité avec l'ordre du genre originel. Ou alors, une autre manière de répondre à la question, et vous allez voir, les deux réponses existent, les trans, la population trans, serait-elle particulièrement subversive? Alors là, il y a une nouvelle population qui va apparaître dans son ouvrage, au cours de son enquête, c'est des individus qui se considèrent bien comme trans, ou qui pourraient être identifiés comme tels en l'acceptant, qui vont dire, en fait, moi je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je n'ai pas de sexe d'arrivée, je suis non-binaire, je suis ni homme ni femme. Donc, il nous dit que cette nouvelle catégorie, une catégorie émergente, plutôt depuis une vingtaine d'années, en tout cas en France, est en progression, et particulièrement le fait des populations jeunes, des populations diplômées, et qui auraient été plus souvent des femmes à la naissance que des hommes. Donc finalement, on aurait trois populations. On aurait M to F, homme devenu femme, femme devenue homme, et non-binaire, avec un sens de la mobilité qui est du côté à quel niveau on va, d'où on part. Est-ce qu'on quitte le sexe des dominants? Est-ce qu'on quitte les sexes des dominés? Et vers quel type de sexe on arrive? Ou un désir de ne pas se conformer à aucun de ces deux catégories pour justement pouvoir subvertir jusqu'au bout l'ordre du genre en parlant de non-binaire. Mais même si c'est du discours et que ce discours a une fonction performative, donc à faire exister réellement ce qui est souhaité, dans les faits, c'est plus souvent, nous dit le sociologue, le fait, une pratique, un discours de personnes qui étaient femmes à la naissance, de personnes jeunes et de personnes diplômées. Alors, pour conclure ce cours, donc à la fois ce chapitre et l'ensemble de nos séances, je voudrais vous dire que ces différents exemples de passing nous montrent, mais je crois que vous l'avez compris, mais c'était vraiment l'objectif de mon cours global, nous montrent le caractère arbitraire et construit, donc le caractère social, des frontières sociales que sont les classes sociales, ce que l'on considère être des races, ce qu'est le genre, mais ce qu'est aussi la sexualité, qui nous sont pourtant présentés, voire pensés par nous-mêmes comme essentielles au sens de naturel, au sens d'existante par elles-mêmes. Donc cela nous amène vraiment à observer le caractère construit de ces catégories. Mais attention, les passeurs, les passeuses, quels qu'ils, quelles qu'elles soient, que l'on les appelle transfuges de classe, passeurs, trans, sont l'exception qui confirme la règle, sont l'exception qui révèle la règle. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il existe certaines personnes qui arrivent à s'affranchir d'un certain nombre de catégories, qui arrivent à traverser les groupes, qui arrivent à transgresser, tout en s'y conformant plus ou moins, on l'a vu, ces différents ordres sociaux dont on a parlé, que ces ordres sociaux sont en danger. Non. N'oubliez pas, les passeurs, les passeuses sont toujours une minorité. Les transfuges de classe ou les transclasses sont une minorité socio-économique. Ce qui reste structurant et déterminant, c'est la reproduction sociale économique. Les passeurs de race sont une minorité raciale. On continue à penser les groupes raciaux tels qu'ils sont, tels qu'ils sont dans un ordre différencié et hiérarchisé, et donc profondément différents les uns des autres, donc de penser que les groupes humains et les êtres sont toujours inégaux. En tout cas, c'est les effets qui existent de cet ordre racial, qui est donc un ordre raciste, et qui continue, via les discriminations, à créer des inégalités socio-économiques. Il en va de même pour le genre, d'abord le genre entre hommes et femmes, et puis la sexualité, l'hétérosexualité comme norme absolue, l'hétéronormativité, comme on peut dire également, qui hiérarchise à la fois
les hommes et les femmes, mais aussi les sexualités, avec une sexualité dominante légitime et des sexualités dominées illégitimes dans l'espace social. Et ces ordres, raciaux, de genre, sociaux, sont bien historiquement institués. Donc c'est des années et des années, des siècles d'institutions sur des siècles et des siècles d'écrits considérés comme officiels, considérés comme hyper légitimes, considérés parfois comme d'une telle légitimité, si elle ne serait pas naturelle, elle est là parfois d'ordre divin, en tout cas qui échappe à l'ordre social et qui du coup le justifie. Il nous faut enfin en sociologie, en sociologue, essayer de nous défaire de la morale. Si vous voulez ne pas être considéré, même à vos propres yeux, comme une personne classiste, donc qui est très attentif à qui et où dans l'ordre social, raciste, qui donc vous pensez ne pas faire de différence entre les êtres humains en fonction de leur appartenance réelle et supposée à un groupe racisé ou racialisé. Maintenant, vous connaissez la différence. Voilà, pour vous, c'est pas parlant. Si vous considérez que vous n'avez pas considéré que hommes et femmes sont égaux ou que les sexualités se valent les unes et les autres. C'est très bien. Et enfin, je veux dire, quand je dis c'est très bien, c'est voilà, il n'y en a rien à redire à ce que vous souhaitez faire ou ce que vous considérez de votre devoir politique, moral, peut-être sociologique même, de faire. Mais attention, encore une fois, vous pouvez tâcher de ressembler à cela, vous pouvez tâcher de vous affranchir de ces normes et de ces formes de pensée. N'oubliez pas que les ordres sont extrêmement puissants, extrêmement structurants, extrêmement déterminants, et qu'ils nous irriguent tous dans nos manières de penser, d'agir, et que ce n'est pas évident à défaire. Ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi dans la manière de voir les gens. Les passeurs ne sont ni des imposteurs ni des traîtres, mais ils ne sont pas non plus des héros ou des héroïnes. Il faut essayer vraiment de mettre de côté les questions de morale qui sont très faciles à s'immiscer dans de tels sujets. En tout cas, au moment où vous pensez, où vous réfléchissez, donc où vous écrivez, dans une évaluation par exemple, en sociologue. Et puis, toutes ces réflexions, je pense, nous amènent à poursuivre notre réflexion. Jusqu'à quel point une personne est-elle capable de performer le réel? Autrement dit, jusqu'à quel point peut-on transgresser les ordres sociaux historiquement institués depuis des siècles et des siècles? C'est-à-dire, jusqu'à quel point pourrait-on dire, peut-on définir véritablement ce qu'est être noir, ce qu'est être blanc, ce qu'est être femme, ce qu'est être homme, ce qu'est être trans, etc., etc. Si ce n'est pas la nature qui est plus forte que le social, comme j'ai essayé de vous le démontrer dans ce cours, on peut dire, et je crois que l'exemple des transclasses nous invite à y voir clair, dans ces problématiques autour de la honte, de la culpabilité, mais plus encore des désajustements auxquels on peut être lié, ou ce que montrent les travaux sur l'homme marginal, les habitus, eux, sont particulièrement forts, déterminants et structurants. Et il n'est pas facile d'échapper à ceci, c'est-à-dire à pouvoir s'en affranchir complètement en tant qu'individu qui pourrait se considérer comme profondément libre. Donc, je vous présente la dernière diapositive, qui est la bibliographie de ce chapitre, qui est une bibliographie non exhaustive, c'est-à-dire que j'aurais pu rajouter d'autres ouvrages, d'autres références. D'abord, je vous présente l'ensemble de la diapo. D'abord, une photo de Didier Ribon, ce sociologue, philosophe, écrivain, qui a écrit cet ouvrage autobiographique intitulé « Retour à Reims », paru chez Flammarion en 2010. L'autre illustration que je vous ai mis à droite du PowerPoint est cet ouvrage collectif dirigé par Chantal Jacquet et Gérard Bras, intitulé « La fabrique des transclasses » et qui va réunir différents articles, différents chapitres écrits par différents auteurs et qui a été publié en 2018 chez PUF. Je vous ai indiqué également l'ouvrage de Chantal Jacquet intitulé « Les transclasses ou la non-reproduction » paru chez PUF en 2015. Je vous ai mis enfin 4 liens
d'abord un podcast d'Annie Ernaux. Je vous ai indiqué aussi un certain nombre des ouvrages d'Annie Ernaux, mais bon, il y en a tout un tas d'autres, hein, mais je vous ai indiqué un certain nombre de ses premiers bouquins qui mettent bien en avant ces phénomènes de transfuge de classe dont je vous ai parlé. Mais voilà, à défaut de la lire, vous pourrez écouter ce qu'elle a à nous dire sur le sujet. Cette écrivaine, Annie Ernaux, interviewée sur France Culture en 2021. Je vous ai mis également une vidéo sur YouTube, une interview de Chantal Jacquet qui va présenter du coup ce concept et cette réflexion sur les transclasses. Et enfin, je vous ai mis d'autres ressources ici et là. Je vous avoue que je ne me souviens plus exactement ce que je vous ai proposé et je vous proposerai donc de cliquer sur les liens en reprenant le PDF de ce PowerPoint narré afin de le découvrir. Je crois que c'est de la lecture notamment, mais peut-être pas seulement. Pour le reste, vous pourrez utilement lire ou vous référer un jour à ce bel ouvrage de Stéphane Beau, La France des Belloumi, Portrait de famille, 1977-2017, qui se lit un peu comme un roman et qui est un formidable ouvrage de sociologie, paru en 2018. Vous pouvez lire l'ouvrage scientifique d'Emmanuel Bobassi, Transfuge de sexe, passer les frontières du genre, excusez le lapsus, mais c'est ce qu'on a essayé de faire, hein, nous, de penser les frontières du genre, et les frontières de classe et les frontières de race, paru à la découverte en 2021. Vous pourrez lire le petit bouquin de Pierre Bourdieu, intitulé Esquisse pour une auto-analyse, paru post-mortem chez Raison d'agir en 2004. Donc Annie Ernaux, Jacquet. Vous pourrez lire l'ouvrage d'une sociologue, Rosemarie Lagrave, paru en 2021, intitulé Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe, qui va raconter son parcours issu d'une famille très catholique, une famille nombreuse, et comment elle va devenir une sociologue et une militante féministe, paru en 2021. Donc vous pourrez lire les ouvrages d'Édouard Louis, là je vous en ai mis deux, le premier et le dernier. Le premier c'est donc un roman, là on est dans la fiction, mais c'est une forme d'autofiction, hein. Enfin c'est une fiction, en fait il parle de sa vie, mais il écrit dans le domaine du roman. Donc Édouard Louis, En finir avec Eddie Bulgueul, paru chez Seuil en 2014, et le dernier, Édouard Louis, Changer méthode, paru chez Seuil en 2021, qui nous raconte comment il a fait pour essayer de franchir ces frontières de classe, ici de sexualité, de résidence, comment on essaye de mouler l'habitus à ces autres moules. Ces bouquins sont à mon sens remarquables pour essayer de comprendre cela. Et puis enfin, je vous renvoie évidemment à cette publication collective dirigée par Trépied, Boza et Pagis est parue chez Genèse, parue à Genèse, je crois que c'est chez Flammarion en 2019. Je vous remercie pour votre attention pendant ce cours. J'espère qu'il vous a été agréable et intéressant et je vous souhaite bon courage pour votre examen et bonne continuation. Au revoir.